coïncidence avec les Jeux Olympiques et la victoire de Camille Muffa qui a remporté la médaille d'argent sur le 200 mètres nage libre battue par l'américaine Alison Schmidt ce mardi à Londres. Réaction de la nageuse française au micro de RMC Sport. C'est qu'une deuxième place, mais c'est une deuxième place aux Jeux Olympiques et ça c'est vrai que bon, on le réalise pas forcément à l'arrivée, on n'aime pas perdre, mais je me suis toujours pas remis du 400 mètres, tout va très vite, voilà, je réalise pas et forcément même si c'est moins bien que le 400 mètres, c'est pas grave parce que j'ai eu ma médaille d'or et une d'argent en plus, voilà, c'est bien. Le Français Tony Estanguet est devenu champion olympique pour la 3e fois en s'imposant en canoë de slalom au JO de Londres ce mardi sur le bassin de Lee-Valley. Notre reporter de RMC Sport a recueilli les impressions du médaillé d'or. C'est l'apothéose, c'est génial quoi, d'être capable de faire ça aujourd'hui. J'ai entendu la ferveur des spectateurs et je savais que j'avais plus le choix quoi. Il fallait envoyer, il fallait y aller très fort et du coup voilà, je suis resté concentré sur ma ligne, essayer de rassembler tout ce que j'ai bossé pendant ces 4 dernières années et puis y croire quoi. Et je me suis accroché, c'était dur. J'ai pas réussi à complètement me lâcher parce que sur ce bassin c'est tellement dur de se lâcher, mais bon au final ça suffit et c'est génial. C'est génial, c'est sûr que c'était l'objectif après Pékin de se relancer pour être capable de revenir et gagner une médaille ici à Londres. Mais ça a été dur et ça joue tellement à rien que ouais, je pense que je savoure pas exactement ce que ça représente. Et, ce qui est sûr, c'est que là, c'est top. C'est top. Et puis pour aujourd'hui, voici le programme. En cyclisme, face à un Fabien Cancellara diminué et un Bradley Wiggins sous pression, le champion de France Sylvain Chavanel a les moyens de jouer les troubles fêtes et de viser un podium dans le contre-la-montre. Début de l'épreuve à 15h15. En handball, l'équipe de France féminine affronte la Suède à 15h30. Pour le judo, la Française Lucie d'Écosse, triple championne du monde et médaillée d'argent à Pékin en 2008, espère décrocher l'or dans sa catégorie des moins de 70 kg. En escrime, le Français Yannick Borel est toujours en course en épreuve individuelle avec l'espoir d'offrir à l'escrime française sa première médaille dans ces Jeux. Et en natation, Yannick Agnel vise une 3e médaille d'or au 100 mètres nage libre. La finale commence à 20h20. En Syrie, la bataille continue à Alep et tandis que les rebelles progressent, ils font de plus en plus de prisonniers parmi les soldats du régime. Des prisonniers qui subissent parfois des traitements assez violents. Reportage avec Antoine Paulet. Une école transformée en prison. Dans ce bâtiment, les salles de classe font office de cellules. Les rebelles syriens détiennent ici 112 prisonniers. Dans cette pièce, une quarantaine d'hommes que leurs gardiens accusent d'être membres de Shahiba, l'une des plus violentes milices pro-gouvernementales. Les visages sont floutés, ces hommes refusent d'être filmés par crainte des représailles. Celui-ci s'est fait tatouer sur le torse les portraits de Bachar al-Assad, de son père et de son frère. Aux journalistes qui demandent d'où viennent les blessures sur les 3 visages de la famille Assad, le garde répond que le détenu s'est mutilé lui-même pour verser son sang aux rebelles. Ailleurs dans Alep, les insurgés détiennent ces policiers après avoir pris le contrôle de plusieurs commissariats, des prisonniers que les rebelles souhaitent voir jugés. Ces détenus seront présentés devant une cour islamique, une cour composée de juges et de religieux qui se sont détournés du régime et d'autres spécialistes. Ils seront nommés spécialement pour les juger. Passer devant un tribunal, un moindre mal pour ces prisonniers. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme fait état d'un nombre croissant d'actes de torture et d'exécutions commis par les rebelles. Une escalade dans les violences perpétrées en Syrie, tandis qu'Amnesty International dénonce la torture systématique des opposants détenus par le régime. La ministre de la Santé réclame un paquet neutre pour faire baisser la consommation de tabac. Une double peine que dénoncent les buralistes qui subissent déjà les hausses des prix, la concurrence de la contrebande et celle de nos voisins. 20% des cigarettes fumées chez nous sont en effet achetées à l'étranger, notamment en Espagne, où se sont rendus Igor Saeri et Franck Chevry. Au Pertus, à la frontière espagnole, une partie de la ville est située du côté ibérique. Du coup ici, pas de taxe sur le tabac. La cartouche de cigarette coûte par conséquent 20 € de moins qu'en France. Une aubaine pour les fumeurs de passage dans la région.
on vit qu'avec des taxes. Donc vous prenez l'essence, c'est pareil. Voilà, quoi. Donc à un moment donné, on est obligé d'aller ailleurs pour trouver moins cher, obligatoirement. Voilà qu'il me faut 50. Merci. Selon les buralistes français, les ventes de tabac ont chuté de 8%, rien qu'au mois de juillet. Comme à Argelès-sur-Mer, situé à 15 km du Pertus. Et cette chute n'est pas liée, d'après eux, à une baisse de la consommation, mais plutôt à une hausse des achats à l'étranger et de la contrebande. Puis à la politique spectacle de la ministre de la Santé, favorable à des paquets de cigarettes neutres. Elle ferait mieux de s'attaquer au problème des prix européens, des écalages de prix européens. Nous, en étant à la frontière espagnole, on a subi 60 fermetures de buralistes depuis 2002. Et je ne vous parle pas dans les pays du Nord ou de l'Est, qui sont avec la Belgique, avec le Luxembourg et tout ça. L'écart de prix est encore pire qu'avec l'Espagne. Les professionnels du secteur ont décidé d'exprimer leur ras-le-bol le 6 septembre prochain, soit juste avant la nouvelle hausse de 6% du prix du tabac prévue à l'automne. Carlina White a été enlevée lorsqu'elle n'était qu'un bébé. Élevée par sa kidnappeuse pendant 23 ans, elle a finalement retrouvé ses parents. La ravisseuse a écopé d'une peine de 12 ans de prison. Reportage avec Mélanie Vecchio. 4 août 1987, Carlina a 19 jours quand ses parents, inquiets par une forte fièvre, l'amènent à l'hôpital de Harlem. Mais une femme de 50 ans, Anne, déguisée en infirmière, enlève le bébé et la transporte dans le Connecticut. Elle élève alors comme sa propre fille, mais tout bascule lorsque Carlina a 16 ans. La jeune fille tombe enceinte et demande à celle qu'elle croit être sa mère un extrait de naissance pour bénéficier de soins prénataux. Impossible pour Anne qui lui explique qu'elle a été adoptée, sa mère étant une droguée. Mais Carlina doute de cette version. En 2010, elle consulte un site sur les enfants disparus, tombe sur la photo d'une petite fille enlevée en 1987. La ressemblance est frappante. Grâce à des tests ADN, la jeune femme est identifiée. Elle retrouve ses parents biologiques, une famille brisée. Pendant toutes ces années, je n'ai pas pu aller chercher ma fille à l'école, l'emmener à la garderie, la regarder dans le bus, fêter son anniversaire. Nous gardons une cicatrice qui ne s'efface pas. Anne a écopé de 12 ans de prison. Carlina, elle, a déménagé à Atlanta pour prendre le plus de distance possible avec cette affaire. 5 incidents mortels en moins d'un an en Australie, 3 à La Réunion. Les attaques de requins ont triplé durant la dernière décennie. Pour y faire face, une invention qui a fait ses preuves en Afrique du Sud pourrait être généralisée dans les zones à risque. Reportage avec Kelly Lafin. Du bout de leur nez, ils ressentent le moindre champ électromagnétique. Un constat qui a inspiré des chercheurs d'Afrique du Sud pour mettre au point ce bouclier anti-requin. Où l'accroche-t-on ? On l'accroche autour de la jambe. Un dispositif électrique léger, 380 grammes, dont les impulsions ne dérangent pas l'homme, mais sont insupportables pour l'animal. Nous n'avons jamais eu d'incident en portant le bouclier anti-requin, même dans des zones très risquées pleines de requins blancs. Ce bouclier tiendrait les requins éloignés à une distance de 8 mètres. Pour un prix d'environ 500 €, de nombreux surfeurs comme Neil en ont donc installé un sur leur planche. Même en faisant attention pour éviter tout incident, quand un requin blanc tape dans le collimateur, il n'y a rien à faire. Alors c'est rassurant d'avoir ce dispositif. Un dispositif également adopté par les sauveteurs en Afrique du Sud. En les disposant tous les 10 mètres près des plages, il crée une barrière de protection pour les nageurs. Si le requin approche de cette zone, il préférera reculer et s'éloigner du champ magnétique plutôt que d'entrer dans la zone où se trouvent les nageurs. Ce dispositif anti-requin pourrait ainsi se développer dans toutes les zones à risque. La marine australienne, par exemple, a décidé d'en équiper ses plongeurs. Et voilà, et c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle après-midi à tous et merci beaucoup de votre attention. À très bientôt.